Bienvenue sur Nexus. Les éoliennes envahissent de plus en plus le territoire français. Au-delà des verrues qu'elles représentent, dénoncées d'ailleurs par de plus en plus de riverains, l'impact sur le vivant, sur les animaux, est aujourd'hui avéré. Sur certaines exploitations agricoles en France, des troupeaux ont été littéralement décimés après l'installation de ces mâts géants. C'est ce que vous allez entendre dans cet entretien que nous avons réalisé. Bon visionnage. Sue Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain. Merci beaucoup de répondre aux questions de Nexus. Vous avez recueilli des quantités de témoignages ces derniers temps auprès d'habitants, d'agriculteurs, de colombophiles, entre autres, concernant l'impact des éoliennes, je dirais, sur le vivant. Ces témoignages ont donné lieu à un rapport de l'ANSES. Qu'est-ce que vous avez découvert, Sue Berger ? Alors, tout d'abord, je voudrais raconter en 2 mots pourquoi je me suis intéressée à cela. Je pense que c'est important puisque je suis un citoyen lambda qui s'est retrouvé dans mon village en fait, d'origine, dans le Cantal. Je me suis retrouvée confrontée aux promoteurs éoliens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux personnes qui vivaient sous les éoliennes. Donc je suis allée à leur rencontre et j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait. Et au départ, j'ai pas trop cru ce qu'on me racontait parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, un petit peu partout, avec beaucoup de on-dit. Et je me suis aperçue qu'il y avait des recoupements possibles, c'était en 2018, des recoupements possibles entre des témoignages que je recueillais dans le Cantal, en Bretagne, dans l'Aisne, un petit peu partout en France, et que ces personnes qui ne s'étaient pas concertées disaient systématiquement la même chose. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes psychologiques au pied des éoliennes, donc du coup, je me suis dit que si j'axais mes recherches sur les problèmes de pathologie chez l'humain, on allait me répondre que les gens avaient des problèmes de moulin à vent dans leur tête et on n'allait pas me croire. Du coup, je me suis concentrée sur les témoignages que j'avais réceptionnés auprès des agriculteurs. Et les agriculteurs disaient tous systématiquement pratiquement la même chose. La première, c'était que les vaches, au moment de la mise en route des parcs, commençaient à refuser de rentrer dans les stabulations, reculer de façon surprenante, ou alors semblaient être arrêtées par un barrage invisible au milieu d'une route, à un endroit précis où il n'y avait absolument aucun obstacle. Là, vous parlez d'exploitation, Sue Berger, à proximité d'éoliennes. À proximité d'éoliennes ou distance? Un petit peu plus loin. Alors, la distance avait l'air d'être un petit peu importante, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai recueilli des témoignages à 200 mètres, puisque quand il s'agit d'une stabulation, on peut mettre une éolienne à 200-300 mètres d'une stabulation et non pas d'une maison, puisque la légalité, c'est 500 mètres pour une maison avec une habitation humaine à l'intérieur. Donc du coup, ces personnes, elles étaient soit à 200-300 mètres, soit à 1200 mètres, avec par exemple des animaux qui refusaient de boire dans le ruisseau à 1200 mètres de l'éolienne, et l'agriculteur n'était absolument pas lui-même gêné, puisqu'il n'entendait pas les éoliennes, il n'avait pas de problème de nuisance même visuelle, simplement il disait que son bétail donc commençait à refuser d'entrer ou de passer à certains endroits et de boire, notamment à l'abreuvoir. Donc évidemment ces remarques avaient des conséquences néfastes sur le bétail, puisque une vache qui ne boit pas, c'est une vache qui produit moins de lait, qui est en plus mauvaise santé. Donc ça, les premières constatations ont été celles-ci. Ensuite, j'ai constaté des choses plus graves sur certains troupeaux, notamment dans l'Allier. Un monsieur qui m'a parlé de naissances qui étaient systématiquement femelles, donc plus de naissances mâles, donc avec visiblement une perturbation endocrinienne que j'ai commencé par noter, et puis je l'ai noté dans un coin d'un de mes carnets, et puis j'ai attendu qu'un autre agriculteur en fait me répète la même chose, et donc j'ai recueilli comme ça plusieurs témoignages similaires. Ensuite également des veaux mort-nés, donc beaucoup d'avortements avec des quotas qui sont en dessus des décès
normaux qu'avait constaté l'agriculteur. Alors à chaque fois, ce sont des agriculteurs qui sont installés depuis 20, 30 ans, avec des parents qui étaient agriculteurs eux-mêmes, et leur parole est remise en question par les vétérinaires, par les personnes qui sont autour, alors que ils n'ont rien changé à leur pratique. La seule chose qui a changé, c'est l'apparition de l'éolienne. Alors je me suis aperçue également, et je l'ai recoupé dans un tableau Excel, malheureusement, parce que petit à petit, le nombre de cas a augmenté. Donc que l'effet cocktail est important, c'est-à-dire que lorsqu'on a une antenne relais, une ligne à haute tension plus des éoliennes, alors là on a des troupeaux entiers qui sont décimés. Véritablement décimés. Donc par exemple, Laurent Meige, dans le Puy-de-Dôme, il avait 175 animaux, il lui en reste 20. Donc ça, c'est un troupeau qui n'existe plus. Donc ce pauvre monsieur est en train de faire une formation pour devenir conducteur poids lourd, pour nourrir sa famille. Ça veut dire, si Auberger, que ces animaux sont morts comment, de quelle manière? Alors, ils sont morts soit de mort subite et inexpliquée, c'est-à-dire que le matin, l'agriculteur arrive dans le champ et les bêtes, elles sont couchées par terre et elles sont mortes, tout simplement. Ensuite, ce sont des veaux qui naissent mais qui n'arrivent pas à téter, donc qui meurent petit à petit, qui s'affaiblissent, et puis des vaches qui sont déshydratées. Alors le vétérinaire constate à chaque fois un arrêt cardiaque, une déshydratation, plusieurs symptômes, mais qui sont inexpliqués. Le vétérinaire essaye d'adapter par exemple les portions alimentaires et de donner des conseils à l'agriculteur, mais c'est peine perdue. Alors, avant tout, je ne suis pas scientifique, donc je vais vous expliquer un petit peu les pistes que j'ai découvertes, mais je ne vais pas vous dire c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça, parce que ce que je demande avant tout, et c'est ce que j'ai demandé à l'ANSES quand j'ai été interrogée, je demande une étude. Je demande qu'il y ait des études avant toute installation de ce type-là. Alors, dans la bande dessinée que j'ai écrite à ce sujet, j'explique ce que m'ont expliqué les agriculteurs, et notamment le passage des câbles électriques qui, en général, se retrouvent confrontés à des failles d'eau, c'est-à-dire dans le sol, donc des petites nappes phréatiques, si vous voulez, pour parler plus simplement. Et donc, du coup, ce contact entre l'électricité et la présence de stabulation est néfaste. C'est un phénomène qui est connu, puisqu'il existe un organisme qui s'appelle le GPSE, qui a été mis en place au moment où les grandes lignes à haute tension en France ont été installées. Le GPSE, c'est le Groupement pour la sécurité électrique. Donc, quand ça se passe pas bien dans une ferme, on envoie le GPSE. Ce GPSE, il est composé d'experts. Ces experts sont financés par Enedis et par les promoteurs éoliens. Donc c'est un groupement qui n'est pas complètement indépendant, mais qui fait le travail, c'est-à-dire qui constate effectivement qu'il y a des problèmes d'électricité parfois dans le sol, sans incriminer précisément les éoliennes. Alors moi, ce que j'ai constaté aussi en interrogeant des ingénieurs, c'est que la particularité de l'éolienne, par rapport à ce qu'on a vu autrefois en France ou ailleurs, c'est qu'on est en train d'installer des usines électriques dans le territoire de campagne sur des surfaces qui sont énormes. C'est-à-dire qu'une éolienne, c'est une installation électrique. Une autre éolienne, c'est une usine électrique. Encore une autre éolienne, c'est une usine électrique. Donc imaginez qu'on installe des centrales à charbon, par exemple, distantes chacune de 1 km. Ça ferait 6 centrales à charbon. Ces différentes centrales, s'il y a une seule centrale, nucléaire, charbon, ce que vous voulez, elle est reliée à la Terre et elle n'est pas reliée à une autre centrale à côté. Ici, dans le cas des éoliennes, on a une usine électrique qui est reliée à la Terre et qui est elle-même reliée, comme des guirlandes de Noël, et c'est ce que j'explique dans mon livre, comme des guirlandes de Noël à une autre éolienne, puis encore une autre éolienne, puis encore une autre éolienne. Ce phénomène de rattachement en fait entre les différentes éoliennes crée des courants vagabonds qui ne sont absolument pas étudiés et qui ne sont pas actuellement, qui ne font l'objet d'aucune étude. Alors, vous avez recueilli des quantités de témoignages. Est-ce qu'ils disent tous la même chose ou est-ce que chaque témoignage est un élément, est une information de plus, une information supplémentaire? Alors, pour moi, chaque témoignage a été une information supplémentaire, puisque, par exemple, je n'ai pas trouvé dans tous les élevages des proportions de femelles en quantité par rapport aux mâles. Je ne l'ai pas trouvé partout. Donc, c'est en accumulant les témoignages que j'ai pu essayer de faire des recoupements.
sur certaines choses. J'ai constaté notamment que sur certains sols, comme la Bretagne ou l'Auvergne, où on a en fait des sols qui sont très peu conducteurs en électricité, on a avec très peu d'éoliennes une quantité de cas bien supérieure à d'autres endroits où il faut beaucoup d'éoliennes pour qu'il y ait des problèmes. Alors pourquoi ? Parce que quand le sol n'est pas conducteur, l'électricité, elle, il faut qu'elle passe. C'est comme l'eau. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher dans les failles d'eau, dans les failles qui sont dans le sol, elle va chercher dans les failles d'eau ce passage. Et donc du coup, il y a une concentration de l'électricité dans l'eau qui est plus importante, semble-t-il. Encore une fois, je l'explique avec mes mots. Ce que j'ai aussi retenu de ce que m'ont expliqué les agriculteurs qui, par exemple, me disaient nous, on a une source sous notre stabulation. Le géobiologue est passé et il a vu qu'il y avait une faille à tel endroit. Dans l'Aisne, par exemple, où il y a un sol qui est plutôt argileux, je constate que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'il y ait plus d'éoliennes pour obtenir des problèmes. Obtenir entre guillemets. Malheureusement, les problèmes arrivent de toute façon. Au bout d'un moment, avec un nombre d'éoliennes important, autour de certaines fermes, il y a plus de 500 éoliennes, donc là, forcément, les problèmes sont présents. La multiplication des éoliennes provoque une multiplication de la conduction, en fait. Oui, puisque vous avez des installations électriques qui sont séparées entre elles et reliées. Elles ont chacune une mise à la terre, mais elles sont reliées entre elles pour ensuite aller vers un poste de livraison. C'est-à-dire que l'électricité est récupérée à un endroit précis. Donc, ces câbles enterrés, il n'y a eu aucune étude de fait dessus. Et vous avez des fermes qui sont en pleine campagne, l'agriculteur ne voit pas les éoliennes et il a des problèmes sur son bétail parce qu'il a des problèmes électriques. Ce que je voudrais, Souberger, c'est que vous nous parliez quelques mots maintenant, si vous le voulez bien, de ce qu'on appelle les terres rares. Quel est le problème ? Qu'est-ce que c'est que les terres rares et quel est le problème ? Alors, les terres rares ne sont pas en soi... Alors, j'ai cru qu'il y avait un problème avec les terres rares et les éoliennes. Je l'ai cru parce que certaines éoliennes, comme certaines Vestas, contiennent dans les pales des terres rares. Les terres rares, elles sont présentes dans nos téléphones. Elles ont commencé à être présentes dans notre environnement avec les tubes cathodiques. Donc, c'est tout ce qui est électronique en fait, si vous voulez. Donc du coup, cette pollution-là, elle est présente en France, de toute façon. Quand j'ai vu qu'il y avait, en étudiant les poils et les cheveux des personnes présentes au pied des éoliennes, une augmentation de la quantité de terres rares dans donc leurs cheveux et les poils des vaches, nous avons pensé, avec les personnes qui m'ont aidé, qu'il pouvait y avoir un lien entre le fait que l'éolienne qui contient en elle une turbine qui est grosse comme une locomotive puisse potentiellement, par exemple, vaporiser de la terre rare ou polluer, etc. Ce n'est pas le cas, puisque à la suite des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'éoliennes qui contenaient ces terres rares. En revanche, le laboratoire sur lequel je me suis appuyée m'a expliqué qu'ils avaient rencontré le même phénomène auprès d'antennes relais, par exemple, puisque, en fait, leur théorie pour l'instant actuelle, leur explication, c'est que nous avons tous dans notre corps cette pollution, mais lorsque nous sommes en présence de champs électromagnétiques et de champs électriques, notre corps n'arrive plus à les excréter, en fait, les expulser, les éliminer. Et donc, du coup, on observe des taux qui sont parfois jusqu'à 10 fois supérieurs à la moyenne auprès d'antennes relais et de parcs éoliens. Récemment, j'ai interviewé un monsieur qui s'appelle monsieur Macchini, qui habite en Haute-Marne, si ma mémoire est bonne. Ce monsieur a eu la totale, donc l'ANSES, le GPSE, etc. Il a remué ciel et terre parce que ses vaches meurent. Et donc, du coup, eh bien, on lui a répondu exactement comme à moi. C'est-à-dire qu'on en a conclu qu'il fallait pousser l'étude. Faire une étude supplémentaire, alors qu'ils ont mis des caméras chez lui pour observer que le bétail se comportait mal pendant 1 an. Donc il était tout content, il s'est dit voilà, je suis enfin entendu. Et là en fait, tout ce qu'il a obtenu, c'est que on fasse une étude de 3 années supplémentaires. Et à l'ANSES, la recommandation, c'est de faire une étude. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu la sensation qu'on joue la montre.
Alors, vous pouvez parler de la France, mais là, je viens d'être appelée en Bulgarie pour des gens qui ont des problèmes similaires et qui voudraient traduire la bande dessinée. Donc, on n'est pas seul au monde. Au Danemark, il y a des problèmes. En Allemagne, il y a des problèmes. Donc, ce n'est pas une lubie française. C'est un problème qui existe. Je pense qu'il y a un danger pour le bétail, mais il y a aussi un danger pour l'humain tout court. Parce que quand on voit la réaction des animaux qui sont un indice, en fait, je les prends comme un marqueur, en fait, du problème, et que on voit que les antennes relais, les éoliennes et auprès des lignes haute tension se multiplient, oui, il y a un problème, il faut, c'est pour ça que je souhaite donner l'alerte, il faut absolument qu'il y ait des études de fait avant toute installation supplémentaire. Pour conclure, je dirais que je ne suis ni pessimiste ni optimiste sur l'avenir s'il y a des études de fait. Et je pense que c'est en parlant qu'on va pouvoir avancer tous ensemble. Donc il faut absolument communiquer. C'est pour ça que j'ai écrit cette bande dessinée. J'ai également essayé de me projeter sur l'avenir si rien n'est fait. Et donc c'est pour cela que j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Pentes, avec un ressenti qui est au départ triste, sur justement ces décès, ces maladies, et puis cette impression que les gens des campagnes reculent petit à petit. Ils ne vont plus savoir où vivre en dehors de toutes ces industries. Et pour autant, cet avenir qui au départ est sombre, je pense qu'il peut s'éclaircir petit à petit par les campagnes. Il y a un agriculteur un jour dans une conférence qui m'a dit, vous savez, les éoliennes, elles sont arrivées avec les agriculteurs, elles vont pouvoir repartir par les agriculteurs, parce que c'est nous qui voyons la réalité sur place. Et c'est ce que j'essaye d'écrire dans le roman que j'ai écrit, donc Les Pentes, et puis dans la bande dessinée. Merci beaucoup, Sio Berger, d'avoir Merci. répondu à nos questions. Merci.